Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. On se retrouve aujourd'hui avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, notre newsletter économique et géopolitique quotidienne. Nous accueillons pour la première fois sur notre chaîne Marc Toiti, économiste de renom et auteur de plusieurs ouvrages, notamment Reset, Quel nouveau monde pour demain, publié en 2020, et Reset 2, Bienvenue dans le monde d'après, publié en 2022. Alors justement, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour se tourner vers l'avenir et parler de vos perspectives économiques pour 2024. Dans votre dernier livre, vous expliquez que la situation économique post-Covid est bien pire que celle qui prévalait avant. Donc effectivement, on a eu ces dernières années une explosion des dettes publiques, des conflits géopolitiques de plus en plus importants, une hausse de l'inflation et une remontée des taux d'intérêt qui a fragilisé de nombreux acteurs économiques. Alors Marc Toiti, selon vous, en quoi ces perturbations vont-elles influencer l'économie mondiale en 2024 ? Alors déjà bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous sur votre chaîne. C'est toujours sympa de débattre effectivement de l'actualité puis des perspectives bien entendu. Donc c'est sûr que 2024 on a une année un petit peu compliquée. Donc voilà, on a eu 2020, on a fermé le monde, on a eu une récession historique et après on a effectivement fait exploser les dettes publiques, la planche à billets qui était dramatique et qui a d'ailleurs été à l'origine de l'inflation. L'inflation arrive en 2021 parce que justement on a créé trop de demandes par rapport à l'offre. C'est la règle de base de l'économie. Il y a eu une création monétaire artificielle. Donc effectivement l'inflation arrive en 2021, après la guerre en Ukraine, etc., le boycott des produits russes, flambée des cours des matières premières, donc l'inflation s'installe, et surtout les dirigeants ne gèrent pas, entre guillemets, ils laissent l'inflation s'installer. Et je montre souvent cette image, l'inflation c'est comme le dentifrice, une fois qu'il est sorti du tube, on peut pas le remettre. Donc c'est tout le problème, c'est qu'on a laissé filer l'inflation qui est devenue donc incontrôlable, et à partir de là, donc en 2022-2023, les banques centrales ont réagi, elles ont augmenté leur taux d'intérêt, arrêté bien sûr la planche à billets, et ce qui a cassé l'activité économique. Et ce n'est pas terminé, puisqu'aujourd'hui, justement, on est dans ce ralentissement mondial qui s'est poursuivi en 2023. Et là, malheureusement, certaines zones du monde tombent en récession, notamment la zone euro, également la France. Alors, vous savez, une récession, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, de la richesse qu'on crée. Alors, est-ce qu'on les aura en France ou pas? On verra bien, mais toujours est-il que on a une situation aujourd'hui, l'activité ralentit très fortement. On est en récession dans la zone euro, quasiment en récession en France, et le chômage augmente. Donc il y a des risques sociétaux qui sont en train de s'installer. On voit ce qui se passe en France avec l'agriculture, par exemple, qui est un secteur justement qu'on a un petit peu laissé pour compte, et on a toujours constamment mis des règles un petit peu tatillonnes qui empêchent de tourner en rond. Et le problème, c'est qu'en temps normal, quand ça va mal, on relance la machine. Comment? Avec une relance budgétaire, une relance monétaire. Sauf que là, comme on a utilisé toutes les cartouches, on a fait exploser la dette publique. Je pense qu'on va en parler, mais la dette publique française, 3 088 milliards d'euros au 3e trimestre 2023, un record évidemment historique, et surtout le gros problème c'est que depuis 2020, la dette publique a augmenté de 713 milliards d'euros, alors que sur la même période, le PIB français en valeur a augmenté de 325 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il manque 400 milliards, en gros pour faire simple, on a augmenté la dette publique de plus de 700 milliards, ce qui est énorme, mais le PIB français, la richesse qu'on crée en France, augmenté de l'inflation, donc ça aurait dû booster un peu le PIB, eh bien il manque 400 milliards. 400 milliards de moins que la dette publique. Et ça, évidemment, c'est une catastrophe. Donc, les taux d'intérêt de la dette publique augmentent. Donc, ce qui, à ce moment-là, accroît la facture de la dette publique, et donc va limiter, effectivement, la croissance économique à cause de cette augmentation des taux d'intérêt. Bon, je pense qu'on va parler un peu de tout ça, mais c'est vrai que, moi, je dis toujours, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Donc, faut pas avoir peur, évidemment, de cette crise qui est en train d'arriver, de ce ralentissement, de cette récession. On va redémarrer, mais il faut regarder la réalité en face. Et c'est vrai que 2024 s'annonce particulièrement difficile, en particulier pour la zone euro et pour la France. Donc comment est-ce qu'on va payer la facture de ces dernières années Quelles sont les solutions qui s'offrent au gouvernement aujourd'hui? Il y en a une qui est merveilleuse. C'est la hausse du prix de l'électricité. Puisque la TVA qui est prélevée sur le coût du kilowatt, qui a augmenté maintenant je crois que c'est 44% en 2 ans, avec la dernière hausse qui rentre en vigueur, hausse de 9,8, n'est-ce pas? Promesse tenue, on est en dessous des 10. Donc, c'est 40% de recettes en plus qui est prélevé sur le consommateur, qui ne sait pas que le coût du kilowatt, aujourd'hui, le mix est toujours à 6 €. 70% nucléaire, 15% d'hydroélectrique, un petit peu d'appoint éolien, gaz, etc. Le coût du mix énergétique n'a pas changé depuis 2020. Alors, imaginons qu'avec les projets de redéploiement du nucléaire, puisqu'on parle de construire peut-être 10 réacteurs,
sous 15 ans, des EPR, donc très complexes, hein, mais avec l'avantage que l'EPR sait un peu recycler le combustible. Imaginons qu'on se ménage une petite marge de 50%. Autrement dit, on admet de payer le kilowatt 9 et non pas 6. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on va tranquillement vers 30, alors que les Espagnols, qui eux ont eu la sagesse de dire non au système de tarification de l'électricité adossé à la dernière unité produite au gaz, les Espagnols et les Portugais sortent un kilowatt à 14 € grosso modo, hein, parce que ça leur permet d'entretenir, etc. Donc c'est le système de tarification que la France a adopté sur la demande de l'Allemagne. Faut quand même être assez clair sur pourquoi on a adopté un système idiot et qui nous pénalise. Voilà, c'est parce que le couple franco-allemand patati patata. Donc aujourd'hui, le consommateur paye le kilowatt plus de 4 fois son prix réel, et bientôt 2 fois le prix que payent un Espagnol et un Portugais. Mais pour l'État, c'est extraordinaire, parce que vous voyez la TVA sur des tarifs augmentés de 40%, sans compter le prix de l'abonnement également, passé de 70 à 140, donc quasiment doublé. On a été à 6 € par mois, on est maintenant à 12. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi d'un seul coup, le coût de l'abonnement est aussi cher. Bon, probablement parce que les ordinateurs qui émettent les factures tournent à l'éolien. Non, le pire, c'est que, en fait, bon, ça, c'est pas une solution. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, cette facture qui augmente, ça casse l'activité économique. Donc c'est ça le drame. Oui, mais ça permet de tenir la promesse qu'on n'a pas augmenté les impôts. Ouais, mais on va pas la tenir. Il faut être honnête. Regardez les chiffres. C'est quand même, on n'en parle pas, parce que c'est vrai que malheureusement le grand public ne veut pas en entendre parler, puis on fait tout pour pas en parler, hein, malheureusement, sauf ici. Donc tant mieux, et vous sur ma chaîne YouTube, voilà, dans les endroits où on parle on dit la réalité économique. Mais c'est vrai que quand vous regardez sur l'année 2023, le déficit budgétaire, donc uniquement de l'État français, ça veut dire sans compter les collectivités locales et l'administration sociale, a atteint un record historique. On a eu les chiffres la semaine dernière. Sur 11 mois, donc de janvier à novembre 2023, on a un déficit de l'État de 198 milliards d'euros. Et donc, ça, même pendant le coronavirus, où on dépensait n'importe comment, il n'y avait pas de recettes, eh bien, on a battu le record. C'est quand même de plus de 10 milliards. C'est incroyable. Alors, donc, c'est là où, pourquoi, malgré l'augmentation des recettes fiscales, comme l'expliquait Philippe, liée à l'augmentation des recettes de TVA, malgré ça, on a atteint un nouveau record de déficit public. Donc ça veut dire que la dépense a encore plus augmenté que les recettes. Et donc le drame, c'est quoi? C'est que si à la rigueur, grâce à cela, on avait une croissance forte, on avait la paix sociale, on avait un chômage à 5%, on avait une baisse de la pauvreté, on pourrait dire, bon, au diable l'avarice. Des enseignants à Stanislas. Voilà, par exemple, si tu veux, mais c'est ça qui est, c'est complètement fou. Ça ne fonctionne plus. Et on continue. Et donc, tout le drame, aujourd'hui, moi, j'imagine ce qui va se passer avec les agriculteurs qui ont un vrai problème structurel. On va leur dire, bon, allez, on va vous faire un chèque, on va essayer de les calmer comme ça. Alors qu'on ne prend pas le problème, justement, en amont. Qu'on a une économie française beaucoup trop rigide, beaucoup trop de réglementation, beaucoup trop de taxes, justement. Et donc, si on se dit, ben voilà, on va encore augmenter les taxes sur l'électricité, par exemple, pour se faire un petit peu de recettes fiscales, ça ne marchera pas. Parce que ça va casser l'activité économique. Et ça va également casser l'inflation, casser la consommation, et donc ce qui va évidemment, encore une fois, faire générer une augmentation du chômage. Donc s'il y a plus de chômage, il y a plus de déficit, donc il y a plus de dettes, et on s'en sort jamais. Oui, donc c'est ça qui est extrêmement dangereux aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment, pour tout vous dire, je suis un petit peu en colère. C'est-à-dire que, bon, quand il y avait le coronavirus, ok, très bien, mais après on a continué, et on voit bien que ça ne marche pas, mais on est dans cette fuite en avant permanente, et on ne veut pas s'arrêter. Et donc moi, je suis moins optimiste que Philippe, je pense que malheureusement, on va augmenter, le gouvernement va augmenter les impôts. Et notamment, bon, ceux qui nous écoutent vont peut-être être un petit peu inquiétés, sur l'épargne. Comme les numéros 1 du monde en termes de pression fiscale, qu'est-ce qui reste? Alors on dit, oh tiens, on arrête. Moi j'entends ça tous les jours, on me dit, mais regardez, il y a une épargne des Français qui est énorme. Il y a 6500 milliards d'épargne financière des Français. Tiens, il faudrait prendre un petit peu, alors qu'on est déjà hyper taxé. Et c'est très tentant.
vous voyez. Donc c'est ça qui aujourd'hui moi m'inquiète, c'est que malheureusement, on risque d'encore augmenter la pression fiscale et donc de casser l'activité économique. Donc c'est ce qui fait qu'on s'en sortira pas. Donc, alors qu'il faut justement, ce que j'appelle de mes vœux depuis des années, ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante, c'est-à-dire on va baisser au contraire les impôts, par exemple la CSG ou la CRDS, qui étaient des impôts temporaires créés en 91 par Michel Rocard, mais en 91, c'est temporaire à la base. Et à l'époque, il y avait la CSG, c'était 0,5%, maintenant on est à 17,2%. Là aussi, c'est incroyable. Et on continue. Donc là, il faudrait vous baisser la CSG. Tous les Français la payent, donc tout le monde en bénéficie. Vous baissez et tous les types de revenus. Exactement. Vous baissez les impôts sur les entreprises. Le problème, c'est que si vous faites ça, il faut aussi baisser la dépense publique. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Il n'y a aucune volonté politique de le faire. Or, on le voit bien. Ça ne cesse d'augmenter. On est numéro 1 du monde en termes de dépenses publiques par rapport au PIB, et ça ne marche pas. Donc il va falloir bien un jour avoir le courage de dire, écoutez, ça ne fonctionne pas, donc on va redonner de l'air aux Français en baissant les impôts, mais il faudra aussi baisser les dépenses, notamment de fonctionnement, encore augmenté l'année dernière de 30 milliards d'euros sur une année comme ça. On ne sait pas où va l'argent, vous comprenez? Donc c'est ça qui est très dangereux, c'est que l'État soit là, il doit être là pour soutenir l'activité, mais s'il dépense n'importe comment, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur la dette qui explose, et il n'y a pas de PIB en face, il n'y a pas de création de richesse en face, donc c'est que ça ne fonctionne pas. Donc il faut repenser complètement notre modèle, sinon, que jusqu'à présent, c'est vrai que la note de la France n'a pas été vraiment dégradée, un petit peu il y a quelques années, mais là, ça se tient quand même. Mais on sera inévitablement dégradé, je pense même en 2024. Et là, les taux d'intérêt qui sont donc augmentés, ils sont montés à 3,6, là ils reviennent vers 2,8. C'était même tombé à 2,4, là ils reviennent à 2,8 sur le taux 10 ans. Ça va générer un coût de la charge d'intérêt de la dette de près de 70 milliards d'euros à partir de l'année prochaine. 70 milliards d'euros juste de charge d'intérêt de la dette. Ça se trouve pas comme ça dans la rue. Donc, ça, c'est extrêmement dangereux. Et puis surtout, si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique, ça casse le secteur de l'immobilier, on va en parlait, je pense. Donc tout ça pour dire que, attention, on joue vraiment avec le feu. Et quand on joue avec le feu, on se brûle. Et donc c'est exactement ce qui risque de se passer. Moi, je suis inquiet parce que je crains cette crise sociétale. Et puis évidemment, comme nous sommes dans la zone euro, ce qui se passe en Allemagne, etc. Vous savez, les Allemands, je donne un chiffre très simple. C'est que quand on regarde la dette publique, parce que c'est pas que depuis Macron, ça fait des années que ça dure. Regardez la dette publique depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui en France. Elle a augmenté, tenez-vous bien, de 151%. Vous vous rendez compte? Sur la même période, le PIB français en valeur, donc augmenté de l'inflation, a augmenté de 47%. Ça veut dire un rapport de 3,2. 3,2 fois plus de dette que de PIB, d'augmentation, bien entendu. C'est énorme. Alors vous allez dire, on n'avait pas le choix. Le même chiffre en Allemagne. Dette publique a augmenté de 64% et le PIB en valeur de 67%. Vous voyez, donc c'est-à-dire que c'est la preuve qu'on peut augmenter la dette publique, mais que la richesse qui augmente plus que la dette publique. Là, ça marche. Mais là, on voit bien que nous, on a fait complètement, excusez-moi l'expression, n'importe quoi. C'est-à-dire, on a cette fuite en avant permanente, et ça n'a pas fonctionné. Donc, pour nos amis allemands, il n'y a pas que les Allemands, il y a les Hollandais, il y a les Autrichiens, les Finlandais, même les Italiens ont fait plus d'efforts que nous. Donc eux, ils se disent, attendez, les Français, il faut arrêter là. Donc là, on a un risque même de stabilité, de crise existentielle de la zone euro. Et ça, je pense que c'est le vrai danger de 2024-2025, où ça va vraiment, je pense, ruer dans les brancards. Il y aura des tensions politiques entre les différents pays de la zone euro. Mais alors, où va l'argent des dépenses publiques si elles ne sont pas visibles dans l'économie réelle? C'est ça le problème, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de se gargariser en disant, nous, on a évité la récession. Oui, forcément, d'ailleurs, on a saupoudré à droite à gauche, on a fait des aides. Pour tout vous dire, on n'a pas le détail encore des chiffres de l'année dernière. On va les avoir certainement, mais c'est évident qu'il y a des dépenses qui sont complètement, peut-être des dépenses militaires à l'étranger, on ne sait pas trop où, peut-être d'autres types de dépenses également en interne, mais qui n'ont pas généré là aussi de création de richesse. Vous savez, la dépense publique, c'est ce qu'on appelle, je ne vais pas faire trop de théorie, mais ce qu'on appelle l'accélérateur. C'est-à-dire que vous mettez 100 de dépenses publiques, d'investissement notamment, ça va vous générer 200 de création de richesse. Donc là, au diable l'avarice, si on fait ça, pas de problème. Mais ce n'est pas le cas. Donc ça montre bien que ce système ne fonctionne plus et qu'il faut complètement le changer. Mais pour ce faire, il faut deux choses. Il faut une volonté politique et un courage politique. Et malheureusement, alors on est très bon pour le marketing. On est très très bon, j'adore le marketing. Mais M. Attal, qui a été nommé dernièrement Premier ministre, nous a dit « je vais vous dire la vérité ». Bon, moi j'attends. C'est-à-dire la vérité c'est quoi? Oui, on est quasiment en récession. Le chômage augmente depuis le mois de juin. Oui, ça c'est un truc très spécial parce que normalement le chômage il augmente après la récession. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'indicateur retardé de l'activité. D'abord, vous avez la récession, donc les entreprises vont mal, elles licencient, et le chômage augmente après. Là, ce qui est surprenant, c'est que le chômage augmente depuis le mois de juin dernier.
Alors que soi-disant, on n'a pas de récession. Pourtant, les entreprises, il y a beaucoup qui font faillite, etc. On voit les chiffres de la Banque de France. Donc, c'est-à-dire que le chômage est en train d'augmenter. Donc là, ça aussi, il faut dire la vérité. Défaillance d'entreprise, ça flambe. On a cette dette publique qui explose. Moi, je m'attendais à ce que le Premier ministre nous parle de ça. Non, finalement, on ne nous dit rien. On nous fait du marketing. Non, on va y arriver. On va trouver une solution. Voilà. Encore la dépense publique, évidemment. Mais ça, qui paye la dépense publique? C'est nous. C'est les Français, c'est les contribuables. Donc, jusqu'à quand? Et donc, c'est vrai que pour l'instant, on tire sur la corde. Ça tient. La corde tient sur un fil. Donc, tant que ça tient, on dit on continue. C'est la blague de Coluche. Tant que je gagne, je joue. Mais le jour où le fil va casser, alors là, ça va être extrêmement compliqué. Je pense que ça peut arriver du jour au lendemain. Ça peut arriver en 2024, ça peut arriver en 2025, date exactement. Mais je pense que malheureusement, moins on fait justement de modernisation, de réforme de notre économie, plus ce risque est grand. Et je pense qu'il peut arriver en 2024. Est-ce que vous pensez que les gens ont conscience de ce risque ou qu'au contraire, ils suivent aveuglément les... Malheureusement, je pense que très peu de Français ont conscience de cela, parce qu'on leur dit pas la vérité. Moi, je l'ai dit plusieurs fois à Bruno Le Maire, j'ai intervenu à Bercy plusieurs fois, etc. Mais ça fait 25 ans que j'ai vu tous les dirigeants politiques français, si vous voulez, j'ai pas arrêté de leur dire. Donc, c'est vrai que le problème du coronavirus, il a aggravé la situation, parce que jusqu'à 2020, on va dire même 2015, à partir du début de la planche à billets, quand on augmentait la dette publique, les taux d'intérêt augmentaient. Donc, quand vous disiez aux dirigeants, faites attention, si vous augmentez trop la dette publique, les taux d'intérêt vont augmenter, ça va casser l'activité. Donc ils avaient peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2015 et surtout depuis 2020? Plus on augmentait la dette, plus les taux d'intérêt baissaient. Il y avait même des taux d'intérêt négatifs. On nous payait pour emprunter. Voilà, c'était complètement fou. Et donc les dirigeants politiques se sont dit, je continue. C'est ce qu'on appelle en théorie des jeux un aléa moral. Ça veut dire que comme il n'y a pas de sanction, je continue. Et donc c'est ça qui est très dangereux, c'est que comme maintenant la sanction est en train d'arriver, mais on fait comme si elle n'était pas là. Donc les Français vont s'en rendre compte. Malheureusement, vous savez, il y a deux façons de réformer un pays, soit dans la douceur, en expliquant, en prévenant les gens, prévenant la population, en disant la vérité, ou alors dans la douleur. Ce qui s'est passé en Grèce. Pendant des années en Grèce, on dit tout va bien, on peut augmenter la dette publique, il n'y a aucun problème, c'est financé. Puis à un moment, on n'a plus payé les retraites des fonctionnaires et ainsi de suite, la police et autres. Donc là, il fallait trouver une solution. Sauf que la Grèce était 350 milliards d'euros de dette publique. Nous, on est à plus de 3000 milliards. C'est pas c'est pas le même chiffre. Donc, c'est complètement fou. C'est-à-dire que les Français ne sont pas aguerris parce qu'on ne les a pas prévenus. Et moi, ce qui me rend fou, c'est quand je vois encore beaucoup de Français, ou de politiques, qui disent non, on va encore continuer d'augmenter la dette. Et ça passe. Parce que non, l'argent est là, il y a des milliardaires, il y a si. Bon, ok, c'est vrai, mais sauf qu'ils font pas leur argent ici, donc ça va être compliqué de les faire réinvestir. Mais c'est vrai qu'il y a tout un problème, je dirais, de modèle social, ce qu'on pourrait appeler un contrat social, où la France, c'est un pays qui est formidable, on le dit pas assez. Mais parce que justement, on a des aides, on a de la redistribution, etc. On est numéro 1 du monde des dépenses sociales. Quasiment 32% de notre PIB, alors que la moyenne de l'OCDE, c'est 21% de dépenses sociales. Vous voyez, quand on dit que la France est un pays ultra-libéral, c'est pas sérieux. On n'y est pas du tout. Donc, mais on fait croire que c'est le cas. Donc, mais par contre, c'est sûr que, il faut être honnête, moi je viens des cités HLM d'Orly. Et non, je raconte ma vie, moi je m'en suis sorti il y a très longtemps maintenant, heureusement. Mais c'est sûr que dans les cités HLM, quand on voit qu'il y a un taux de chômage des moins de 25 ans de 60%, on se dit c'est quoi l'avenir pour ces jeunes? Et donc c'est ça qui est dangereux, c'est que on a un système qui était formidable, mais qui a été dévoyé avec le temps et qui ne fonctionne plus, et on ne veut pas le dire. Donc c'est ça qui est très dangereux, c'est que comme les Français pensent que finalement il y a de l'argent qu'on va pouvoir utiliser, et les aider en permanence, non. Il va falloir aujourd'hui regarder cette réalité en face. Sinon, évidemment, voilà, on peut pas augmenter les impôts jusqu'à on est à 47% de prélèvements obligatoires par rapport au PIB, on va monter jusqu'où? Donc ça n'a pas de sens. Et donc c'est ça qui aujourd'hui est dangereux. Mais vous avez raison, il faut aujourd'hui expliquer aux Français, il faut leur dire la vérité, et il faut également nous libérer, arrêter toutes ces pressions fiscales, réglementaires. Voilà, on voit les agriculteurs, c'est exactement. Eux, ils demandent pas tellement de l'argent, ils veulent qu'on arrête de les embêter avec l'écologie, les machins, les ci, les là. Et donc ça les empêche de tourner en rond. Regardez, je m'arrête parce que Philippe, faut qu'il parle un peu quand même. On avait la France était premier exportateur mondial de blé pendant des décennies. Et depuis quelques années, c'est la Russie qui a pris notre place. Pourquoi? Parce qu'on a laissé la Russie prendre notre place. On a mis des terres en jachère, on a limité notre production, etc. Donc c'est ce qui fait que malheureusement la France, qui est l'un des pays les plus puissants d'un point de vue de l'agroalimentaire, aujourd'hui elle perd sa suprématie. Donc nos agriculteurs, ils veulent pas des aides, ils veulent qu'on les laisse vivre, qu'on les laisse faire leur business. Il y a aussi les propriétaires, donc dans l'immobilier aussi, qui sont de plus en plus
impactés On par va, des on va aborder ce fiscalisations sujet-là. lourdes. Moi, je voudrais rebondir sur 2 mots. Le terme dévoyé et bien sûr les agriculteurs désignés aujourd'hui comme boucs émissaires à plusieurs titres. Alors dévoyé, j'ai quelques pistes. Comment se fait-il que la pression fiscale et les prélèvements augmentent pour atteindre ce record et qu'au fur et à mesure que la pression augmente, les maternités disparaissent, les urgences ferment, les tribunaux disparaissent, les services publics se délitent. Alors qu'il y a de plus en plus d'argent prélevé, et il y a de moins en moins de services. Alors, je vous donne une première piste. L'éducation nationale. Plus de 50% de la masse salariale de l'éducation nationale, c'est des gens qui n'enseignent pas. En Allemagne, c'est 30%. En Italie, au Royaume-Uni, c'est même pas 25%. Comment se fait-il qu'en France, plus de la moitié des salariés ou de la masse salariale soient des gens qui n'enseignent pas? J'ai du mal à comprendre. Le mammouth, c'est le fameux mammouth, justement. Voilà. L'hôpital. Des centaines de milliers de lits fermés depuis 15 ans. Pour ne pas incriminer le gouvernement actuel, à qui on ne doit que 120 000 fermetures de lits. Et pourtant, le budget de l'hôpital, c'est essentiellement, c'est pas du consommable et c'est pas des bistouris et des petites robes de chambre bleues stériles, hein. L'essentiel, c'est la masse salariale. On a supprimé des milliers d'anesthésistes, d'obstétriciens, de spécialistes, otorino, etc. Et pourtant, l'hôpital coûte toujours aussi cher. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours 2 blocs au rez-de-chaussée, et puis on rajoute des étages pour les administratifs, voire on rajoute un bâtiment pour les administratifs, des gens qui contrôlent, et qui contrôlent ceux qui contrôlent, et puis il y a la grande inspection qui contrôle ceux qui contrôlent ceux qui contrôlent. Mais tout est comme ça. Mais ce qui est absolument merveilleux dans ce système, c'est que vous créez des normes, vous complexifiez la gestion, en tout cas à la recherche, soi-disant, d'économie. Donc rechercher la plus petite économie, il faut que beaucoup de monde surveille tous les détails. Donc vous créez énormément de contrôleurs de gestion, ça prend 3 ans à former, un anesthésiste c'est 7 ou 8 ans, un bon orthopédiste c'est à peu près autant. Donc ça va beaucoup plus vite d'embaucher du monde à l'hôpital, d'embaucher des contrôleurs, que d'embaucher des soignants. Voilà, c'est 2 petites pistes. Autre piste, pourquoi d'un seul coup l'État se retrouve en déficit? Chaque année, il y a des ristournes aux entreprises, pas les petites, pas les moyennes, les très grosses. Celles qui ont à leur tête un ancien inspecteur des finances ou un ancien polytechnicien mais qui est passé par un cabinet ministériel et qui appelle son camarade de promo en disant ouais, il faudrait quand même que tu fasses un geste parce que là, pour rester concurrentiel face à Siemens ou face à un Chinois, il faudrait que tu nous accordes une ristourne. Donc les très grosses entreprises se voient offrir entre 40 et 50 milliards de ristournes par an. Donc d'un côté, vous avez des entreprises subventionnées, et vous en avez d'autres qui sont matraqués. Matraqués car vous n'avez pas les moyens de faire pression sur Bercy, mais subventionnés si vous êtes à tu et à toi avec le sommet de la pyramide au ministère des Finances. Les agriculteurs maintenant, c'est des privilégiés. Mais si, ils reçoivent 11 milliards de subventions par an. Ce sont les plus subventionnés d'Europe. C'est des riches, les agriculteurs. Hein, quoi? Ils gagnent 700 € en moyenne par mois. Bah oui, c'est bien ce que je vous disais, c'est des riches. Alors les 11 milliards de subventions, c'est pour compenser des surcoûts de 15 ou 16 milliards. Ces surcoûts étant causés par la multiplication des normes. Alors, faut émettre moins de CO2, faut utiliser moins d'engrais, moins de glyphosate. Il faut mettre chaque année 4% des terres en jachère. Donc, on s'impose de réduire les surfaces cultivables. Donc, c'est normal qu'en France, on était numéro 1. Au bout de 10 ans, si vous supprimez 4% des surfaces tous les ans, c'est pas 40% des surfaces que vous avez supprimées, c'est 50. Je dis ça comme ça. On peut, si on se projette juste comme ça, hein, c'est une opération que pourrait mener un CM2, on s'aperçoit que la France, dans 4 ou 5 ans, sera totalement dépendant
du Brésil, des États-Unis, et que sais-je. Mais alors là, on va rentrer dans le domaine du scandale absolu. C'est pendant que vous demandez aux céréaliers français de réduire leur surface de 4%, d'employer 50% de glyphosate en moins, voire 100% si vous pouvez, c'est mieux. Que vous utilisez moins d'engrais, parce que l'engrais phosphaté, la NFO, c'est à base de gaz naturellement, donc c'est très très mauvais pour la planète. Donc l'agriculteur et le céréalier, par définition, consomment indirectement énormément de CO2 produit pour fabriquer les engrais. Donc faut qu'il arrête, car l'agriculteur commet un écocide. C'est l'expression qui est sortie à Davos la semaine dernière, donc dans la bouche de la coprésidente du WEF, édition 2024. Elle a dit donc il faut que l'Europe, sur conseil du WEF, crée une jurisprudence et un arsenal répressif contre les écocides. Et donc les écocides, c'est quoi? Effectivement, consommer trop de CO2, consommer trop d'eau. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, si on est à sec en France, c'est à cause des agriculteurs. Figurez-vous qu'ils consomment, je crois, 1/4 de l'eau en France. Il tombe 512 milliards de mètres cubes d'eau en France et on en collecte au total moins de 1%. Donc les agriculteurs consomment 0,25 des 512 milliards de mètres cubes qui tombent du ciel, mais qu'on est absolument incapable de récupérer, car les écologistes sont évidemment contre la création de nouveaux barrages. Alors les méga-bassines, j'en parle même pas. Remettre de l'eau dans les nappes phréatiques, on voit que dans le nord de la France, en ce moment, on a des champs inondés, etc. On peut collecter l'eau, on la filtre et on peut la réinjecter, on aura de l'eau pendant des siècles. Non, en France, 0,8% de l'eau qui tombe du ciel, elle est récupérée. En Israël, c'est plus de 50%. Dans les pays chauds, en général, on récupère au moins 25 à 30%. Et nous, même pas 1%. Mais ce sont les agriculteurs qui récupèrent 0,25% qui sont la cause de la sécheresse et que c'est absolument pas raisonnable. Donc il faut arrêter, évidemment, de faire pousser du maïs. Donc là, évidemment. Et nos agriculteurs sont aujourd'hui, littéralement, on leur met une cible, c'est la cible du WEF. Les agriculteurs et les pêcheurs sont coupables du crime d'écocide, pollution, pesticides qui évidemment aboutissent à faire disparaître pas mal d'espèces d'insectes, etc. Et cette surconsommation d'eau, on va tous finir desséchés à cause des agriculteurs. Et je termine, parce que fallait bien que je mette que je termine en beauté. Pendant que nos céréaliers doivent cultiver sans émettre de CO2, sans utiliser de glyphosate ni d'engrais, et en respectant des tas de normes de cahier des charges, je ne vais pas en faire le détail, mais enfin bon, après ça, le blé doit être séché, enfin il y a tout un truc. Eh bien, pendant ce temps-là, le blé ukrainien, qui ne répond à aucun cahier des charges, où ils vont répandre 6 fois du glyphosate pendant de mars à juin, là, il n'y a aucune limite. Eh bien, aujourd'hui, le blé ukrainien envahit l'Europe. Son coût de revient est inférieur de moitié à celui des céréaliers français. Donc, nos céréaliers sont victimes d'une concurrence totalement déloyale. Et l'Europe, par contre, trouve ça tout à fait normal de laisser rentrer du soja brésilien, du poulet brésilien. Bon, il arrive dans des conteneur, il est congelé, hein, mais il arrive par milliers de tonnes. Et le poulet brésilien, je vous dis même pas les conditions dans lesquelles il est produit, ce sont des fermes de plusieurs millions de têtes. Ils respectent aucune des normes type label rouge. Et tout ça arrive aujourd'hui sur le marché européen avec la bénédiction de l'Europe, qui par contre continue de rajouter des obligations pour nos agriculteurs, tout en leur collant donc l'étiquette d'écocide, enfin d'écocidaire. C'est la grande hypocrisie, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on veut mourir guéri, entre guillemets. Voilà, on va s'imposer plein de normes, etc. Et donc, et on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Et plus globalement, parce que c'est vrai que
moi, c'est le débat autour de ce qu'on appelle la décroissance. Parce que ça, je pense, c'est le problème numéro 1 et la grande hypocrisie. Justement, on parlait tout à l'heure, on n'est pas sensibilisé. On dit oui, il y a le réchauffement climatique, voilà, la Terre est ronde, donc on peut pas faire de la croissance infinie dans un monde fini. Bon, c'est vrai, faire de la croissance infinie dans un monde fini, c'est compliqué. Mais il y a quand même une solution, parce que si on fait de la décroissance, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, les pays pauvres, effectivement, ils vont pas accepter. Je vous rappellerai que, ça c'est un chiffre qu'on ne cite pas assez aussi, mais qui est très intéressant. Au début des années 80, il y avait la moitié de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême. C'est-à-dire moins de $1 par jour. La moitié de l'humanité. Aujourd'hui, il y a plus que 8,5% de la population mondiale qui vit sous le seuil de pauvreté extrême. Justement, grâce à la croissance, grâce à la mondialisation, grâce au transfert, etc. Si demain vous arrêtez la croissance, vous arrêtez tout ça, évidemment, on l'a vu pendant le coronavirus, la pauvreté, elle augmente très vite. Donc tous ces pays-là, ils peuvent pas accepter toutes ces règles. Alors on dit, nous on va les respecter parce que nous on est des pays riches. Ok, mais même nous, entre guillemets, pays riches, si on les respecte, voilà, on voit ce qui se passe. Il y a du chômage. Il y a des problèmes de dépendance internationale, etc. Il y a des crises sociétales qui arrivent. Bon, donc c'est pas la solution. Alors oui, vous allez me dire, mais il y a ce problème, croissance infinie, monde fini. Alors comment on fait? Alors il y a une réponse, moi me paraît la plus évidente, la plus efficace, c'est que le seul moyen de faire de la croissance infinie ou durable dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique. C'est-à-dire on va justement innover. Aujourd'hui, on vous dit, non, mais alors, il y a des simulations, on vous dit, dans votre vie, vous allez pouvoir prendre l'avion que 4 fois, maximum. C'est horrible, cette affaire. Alors moi, j'aurais prévu qu'on me dise, non, on va inventer l'avion à hydrogène. On va faire de l'innovation technologique dans l'énergie, dans l'agroalimentaire, etc., qui va nous permettre de toujours continuer à créer de la richesse, mais en détruisant moins la planète. Vous voyez, c'est positif. C'est pas malthusien, c'est-à-dire on n'est pas en train de limiter, d'empêcher de tourner en rond, de mettre des taxes, etc. En France, l'écologie, c'est des taxes. Ou des normes, etc. Bon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut, au contraire, une dynamique. L'écologie, dans l'écologie, il y a éco. C'est-à-dire, il y a aussi économie. C'est-à-dire que il y a pas d'opposition entre les deux. Il faut au contraire que ça avance de concert. Mais nous, on est tellement dogmatiques que, non, vous dire, voilà. Et donc, c'est ça, on veut mourir guéri. C'est ce qui est très dangereux, ce que disait bien Philippe. C'est que malheureusement, notre agriculture, qui est toujours l'une des meilleures du monde, si on continue comme ça, on va la tuer. Regardez, aujourd'hui, il va avoir, je crois, à peu près 30% des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et les jeunes ne veulent pas y arriver, parce que c'est tellement un casse-tête. Qui se sont pas pendus qui se sont pas perdus dans l'intervalle. Mais alors, comment on va faire? Alors, encore une fois, il y a d'autres secteurs qui créent de la richesse, c'est sûr, mais le problème est là, c'est qu'on on devient dépendant du reste du monde. C'est ça, le grand danger. C'est que, comme nous, on n'a pas de révolution technologique, c'est les autres qui la font, puis nous, après, on est dépendant. Sur l'énergie, on devient dépendant. Heureusement qu'encore, on a le nucléaire. Sur l'agriculture, on va devenir dépendant. C'est extrêmement dangereux, pour notre avenir. Donc voilà, effectivement, aujourd'hui, encore une fois, le problème, c'est qu'on ne veut pas dire les choses. On fait du marketing. Voilà, on raisonne entre bobos parisiens, on va dire, mais c'est pas ce qui va sauver la France. On peut encore sauver la France, il faut prendre effectivement des mesures adéquates. Moi, je me pose la question. On a perdu l'indépendance industrielle. La France a perdu son indépendance industrielle, mais peut-être dès le début des années 80. Ce qui était une volonté politique, ne l'oublions pas. C'est-à-dire que dans les années 80-90, les dirigeants français nous avaient dit, on veut une économie française sans usine. Parce que tu te souviens de ça, on dit, c'était Turc. Par exemple, mais c'était aussi sous couvert avec les dirigeants français qui disaient ça. Et pendant des années, on a dit voilà. Donc après, on s'étonne aujourd'hui, on veut réindustrialiser. C'est une très bonne idée, mais comment on fait? Il y a même pas la main d'œuvre. Et surtout, on n'a pas l'énergie. Et en plus, donc, évidemment. Nous, on a réussi comme l'exploit. Donc, alors, décision politique. Erreur stratégique. L'industrie, on a réduit ça. Faut se rappeler que dans les années 80, la France et la Suisse, grosso modo, étaient à peu près à parité de participation de l'industrie au PIB. En 75, 1 franc français égalait 1 franc suisse. Aujourd'hui, reconverti, 1 franc français, non, 1 franc suisse vaudrait 6,20 francs français. Qu'est-ce que les Suisses ont bien fait qu'on n'a pas su faire? En tout cas, je vois qu'en Suisse, ils ont su garder leur industrie. Ils protègent leur agriculture. Elle est archi-subventionnée. Faut pas se le cacher. Mais comme tout le monde, comme les Américains, comme tout le monde, il n'y a pas de secret. Subventionnée. Les Suisses, ils ont leur indépendance énergétique, alors que pourtant, ils n'ont pas de gaz, pas de pétrole, etc. Et puis, ils mettent pas tellement d'éoliennes, les Suisses, chez eux. Donc, c'est surtout grâce à l'hydroélectricité, un petit peu au gaz. Nous, on avait perdu l'année dernière notre indépendance énergétique. Le dernier
le dernier bastion, la dernière chose à laquelle on pouvait encore s'accrocher, c'était de se dire, au moins au niveau alimentaire, on a notre indépendance alimentaire grâce à nos céréaliers, nos éleveurs, ceux qui produisent des volailles, etc. Nous ne le sommes plus. Je me demande si en 25 ans, quelque part, il n'y a pas un plan pour faire de la France un pays en voie de sous-développement. Alors, l'industrie, je suis d'accord, on peut pas être concurrentiel avec les Chinois ou le Vietnam aujourd'hui, soit. Donc, fabriquons des fusées, fabriquons des Airbus plus légers, qui consomment moins, j'en suis d'accord. Mais on voit que le tertiaire n'a pas remplacé complètement l'industrie disparue. Non, ce qui a remplacé les emplois industriels, les emplois des gens qui fabriquaient des médicaments, les emplois de tous ceux qui nous procuraient des nouvelles technologies, ben en fait non, ce sont des fonctionnaires. On crée des fonctionnaires, et des super chefs qui surveillent les fonctionnaires. C'était dans des énarques. Donc dès qu'ils sortent, ils savent qu'ils auront du boulot, puisqu'il y a de plus en plus de contrôleurs à contrôler. C'est les Shadocks, hein, tu vois les Shadocks. C'est le système qui s'auto-entretient. Et comme j'évoquais donc ceux qui sont censés nous apporter de nouvelles technologies, dès qu'ils ont un bon truc, etc., mais ils filent directement soit dans la Silicon Valley, soit à Singapour, soit à Dubaï. C'est-à-dire que ce qui aurait dû remplacer notre industrie et qui devrait être les technologies de l'avenir, tous ceux qui sont en capacité, je vous assure, ils fichent le camp à l'étranger. On ne sait pas les retenir. Bah oui. Donc ça aussi, cette hémorragie de matière grise, elle est gravissime. Parce que c'est des gens quand même qu'on forme. Et puis là, l'enseignement est gratuit, sauf bien sûr à Stanislas, HEC et l'ESSEC. Mais grosso modo, on peut arriver quand même à un niveau bac plus 5 sans avoir endetté la famille ou sans s'être endetté sur les 30 prochaines années. Donc, comment on va s'en sortir si les gens qui ont peut-être un petit peu de talent partent à l'étranger? Et à l'étranger, ça va très vite. Ils trouvent des partenaires, des business angels, ils trouvent des capitaux, enfin c'est... Et puis une fois qu'ils ont commencé à gagner de l'argent, on leur en prend pas 60%. Voilà, la réalité... On vient sur le premier problème, c'est-à-dire le fait que cette augmentation des dépenses publiques suscite une augmentation des impôts, et donc évidemment ça fait fuir nos jeunes, ça fait fuir nos talents, bien entendu. Et surtout leur recherche, effectivement, n'est pas valorisée à juste titre. Il n'y a pas de pont entre la recherche fondamentale, les universités, et puis la recherche appliquée que veulent effectivement les entreprises. Donc non, c'est vrai que c'est un vrai danger, parce que ce qui fait la dynamique d'un pays, entre guillemets, développé, c'est son innovation, sa recherche-développement, et sa capacité justement à intégrer au quotidien. Et là, on a ce problème, plus le problème des formations, effectivement, hein, qui ne suivent pas. Et donc, oui, on a une situation qui est particulièrement dangereuse. L'innovation, elle est un peu étouffée par l'État, finalement. Bah, c'est-à-dire, en fait, ce qui est amusant, c'est que des fois, on dit, il n'y a pas assez d'innovation. Alors, il faut que l'État augmente plus. Sauf que la France est le pays dans lequel la part publique de l'innovation est la plus élevée. La part de la R&D. C'est la R&D publique, donc il y a de l'argent, mais ça ne tombe pas, ça ne génère pas une recherche appliquée, si vous voulez, avec effectivement des innovations concrètes. Donc c'est ça le drame, c'est que c'est tout le problème de la France, si vous voulez, c'est que de la dépense publique, c'est qu'on a des moyens énormes, on l'évoquait tout à l'heure, mais il n'y a pas de résultat en face. Et donc c'est ça qui est extrêmement coûteux pour notre économie, pour notre dynamisme. Et pourtant, encore une fois, je le redis parce qu'on le dit pas assez, nous avons un pays qui est formidable, mais on l'a gâché. On gâche cette puissance. Et le drame, c'est qu'effectivement, on est dans ce contexte. On dit non, mais nous on veut pas trop d'innovation, on veut pas qu'il y ait trop d'entreprises dynamiques, etc. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que là, derrière, on se déclare. Vous savez, quand vous regardez le PIB par habitant, la richesse par habitant, dans les années 90, la France était 11e mondiale. C'est une belle place. Aujourd'hui, on est 24e du monde. Et il y a plein de pays, les États-Unis, l'Allemagne, etc., qui, eux, ont gagné, la Belgique, le Canada, ont gagné des places. Nous, Canada, oui. Effectivement, nous, on a régressé. Donc c'est bien qu'il y a un problème. C'est un phénomène qui est mondial, qui n'est pas que lié à la France. Il y a une stérilisation de la recherche. Bon, j'ai la chance, et toi certainement aussi, tu connais certainement des gens qui travaillent soit à CNRS, soit CEA, ce genre de profil. Ben, les échos que j'ai, c'est on a un mandarin qui nous impose en fait un axe de recherche. Si on en sort, on perd nos subventions.
Et un truc qui a échoué encore, c'est pas grave. Si on a échoué, c'est qu'on a peut-être pas mis assez d'argent dans un truc qui échoue. Et celui qui dit mais j'ai peut-être une piste, on lui dit d'accord, si t'as une piste, va au Canada, va à Singapour, mais nous emmerde pas avec tes trucs, quoi. Le gros problème, c'est qu'il nous manque aussi un acteur du financement de l'investissement qui n'existe pas en France, qui existe aux États-Unis par exemple, dans beaucoup de pays. C'est justement des fonds de pension, des fonds d'investissement sur le long terme qui vont gérer la retraite, parce que là, on n'en a pas parlé, mais la retraite n'est pas du tout financée en France. On fait des réformes tous les 5 ans, mais on voit bien qu'il y a un problème de financement de cette retraite. Alors quand on a des fonds d'investissement, justement, qui ont de l'épargne bloquée 40 ans, c'est eux qui vont prendre des risques, qui vont financer les GAFAM, qui vont financer, etc. Et des entreprises innovantes, justement. Alors dedans, ils vont perdre de l'argent parfois, mais ils vont avoir dedans, le Amazon, le Google, la blue chip, quoi, voilà, qui va dynamiser effectivement toute une économie. Quand on voit que dans les GAFAM, il n'y a aucune européenne, aucune française, bien entendu. On se dit bon, il y a quand même, c'est très inquiétant tout ça. Donc, et là, par exemple, moi je disais bon, on a les révolutions technologiques de l'énergie, de l'agroalimentaire. Là, les Français étaient parmi les meilleurs dans les années 80-90. Ah non, on est loin de tout le monde. Alors on dit oui, alors le marketing, on est non, mais on va y arriver, on va faire, etc. Ok, très bien. On va faire des licornes, bon, c'est super, ok, mais il y en a, heureusement. Il y a des belles entreprises françaises qui arrivent à s'en sortir. Et comme l'a dit Philippe, après, pour trouver des financements, on va aller peut-être à la Silicon Valley ou trouver justement des fonds d'investissement américains ou parfois même chinois ou des pays du Golfe pour justement financer cet investissement pour qu'il soit plus innovant, plus efficace. Ça qui est très dangereux aujourd'hui. Donc on est en train, si on n'a pas cette innovation, qu'est-ce qui va nous rester? Bon, certainement nos fonctionnaires, comme tu l'as bien dit, mais ça va pas suffire pour dynamiser effectivement notre économie. Puis surtout, je crois qu'il fallait qu'on parle également de l'immobilier, mais le vrai enjeu est là, c'est que moi ce qui m'inquiète le plus, c'est encore une fois, c'est notre jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et Macron a dit quelque chose d'assez incroyable la semaine dernière, il a dit oui, en fait aujourd'hui les enfants vivent mieux que leurs parents. C'est complètement faux. C'est-à-dire que ma génération, effectivement, ça pouvait être le cas. Surtout que moi, je viens d'une petite HLM, donc bon, je pouvais pas difficilement tomber plus bas. Mais bon, j'ai réussi à m'en sortir. Mais aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que justement, notre jeunesse, regardez, elle n'arrive pas à acheter son appartement. On peut plus maintenant. Voilà. Les taux d'intérêt qui ont augmenté, le prix de l'immobilier qui est très élevé. Les logements qui sont classés F ou G ne peuvent même plus être exactement. Achetés, en fait, et surtout, ce qu'il faut bien savoir, c'est que acheter sa résidence principale, ça doit être un objectif de vie. Parce que les études le montrent, les personnes qui malheureusement, au 3e âge, souffrent le plus, voire parfois tombent dans la pauvreté, ce sont celles qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale. Donc ça doit être un objectif de vie, notamment pour la jeunesse, pour dire voilà, j'ai mon appart, etc., ma maison, ce que vous voulez, mais ça m'appartient. Je m'endette, ok, mais je vais financer aujourd'hui, on voit bien ces tarifs, ces prix de l'immobilier qui ont complètement flambé. Toujours, on revient à cause de sa planche à billets, ton intérêt à 0. Alors maintenant, effectivement, c'est en train de remonter. Les prix vont évidemment baisser. Je pense qu'aujourd'hui, on a un ralentissement, une baisse des prix assez nette. Si on voit les prix à Paris, c'est par rapport au plus haut, c'est du moins 12%. Hein, on est à 9 600 € du mètre carré. Hein, donc, on était à presque 11 000 il y a quelques mois, quelques trimestres. Tout ça pour dire que c'est en train de s'ajuster. C'est parce qu'il y a aussi des logements qui ne sont plus, qu'on peut plus acheter, qui sont bradés parce que justement, ils ne peuvent plus être loués, etc. Donc alors voilà, ça c'est intéressant. Moi je pense qu'il va y avoir effectivement une fenêtre de tir fin 2024, début 2025, puisque là les taux d'intérêt sont encore élevés. Et attention, beaucoup pensent que les taux d'intérêt vont s'effondrer. Je pense pas. Hein, ils vont baisser un petit peu le taux monétaire de la BCE. Vont baisser parce que on a une récession, mais ils vont pas baisser très fortement parce que l'inflation. Je suis à 100%. Voilà, parce que l'inflation va rester élevée. Et surtout, il y a les taux d'intérêt obligataires, les obligations d'État, qui eux vont aussi rester élevés parce que la dette publique augmente encore, que la note de la France va sûrement être dégradée, donc on pourra pas effectivement financer. Donc ce qui veut dire que là, attention, les taux d'intérêt vont rester élevés. Donc, mais ça devrait un petit peu baisser pour la fin 2024, début 2025. Et parallèlement, les prix de l'immobilier vont encore baisser. Pour l'instant, on est à moins 2,1% au niveau national, ce sont les chiffres des notaires. Je pense qu'on va faire du moins 10, moins 15 au niveau national. Et là, il y aura une fenêtre de tir fin 2024, début 2025 pour revenir à l'achat. Moi, je conseille aujourd'hui, voilà, moi je fais pas du conseil aux particuliers, mais je dis souvent aux jeunes ou aux moins jeunes, je leur dis, si vous avez un bien qui vous plaît, faites une proposition avec 10-15% de baisse. Parce que le problème, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, malheureusement, le chômage va augmenter. Il commence déjà à augmenter. Et donc, beaucoup de ménages qui sont endettés de façon excessive pourront pas forcément rembourser leurs emprunts. Et donc, ils vont devoir vendre leurs biens parce qu'ils sont pris à la gorge. Et la rentabilité qu'ils tirent de leurs achats à effet de levier, cette rentabilité est en train de s'effondrer avec l'augmentation, l'explosion des impôts locaux, les diverses normes de mise à niveau des critères, le DPE, etc. Il faut
au moins aller chercher une catégorie E, c'est pour un bien de 100 000 euros, c'est entre 25 et 30 000 euros de travaux. C'est-à-dire que quand on va voir son banquier, qu'on veut acheter un bien, par exemple, qui serait bradé, pourquoi pas, hein, proposer 10-15% de moins, vous allez voir votre banquier, vous allez acheter un bien, et vous dire, c'est quoi sa catégorie? Bah, je suis F. Ils n'acceptent pas les Si, je veux bien accepter de vous financer, mais je vais pas vous donner que 100 000 pour acheter le bien. Il va falloir derrière que vous fassiez 25 000 euros de travaux. Donc vous êtes parti sur un achat à 125. Vous allez falloir que vous empruntiez 125. Mais justement, je pense que au-delà effectivement de cette crise immobilière qui est normale, j'ai envie de dire, bon, ça avait trop monté, les prix ont monté de 34% sur l'immobilier ancien, donc depuis 2015, c'est énorme. C'est rien à côté du Canada ou de la Suède où ça a doublé. D'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a besoin d'une respiration. Mais le vrai problème, on voit aujourd'hui que le neuf également est concerné. Le neuf, donc les prix ont flambé parce que les coûts de production ont augmenté. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à revendre. Donc il y a des biens tout neufs qui sont pas vendus. Donc les promoteurs ont des difficultés. Alors ils vont s'en sortir, bien sûr, mais c'est sûr que là, il y a 300 000 emplois menacés. Donc hop, ça alimente également le chômage. Donc au-delà de l'aspect immobilier, on va dire plus financier, plus investissement, il y a un vrai enjeu social et sociétal. Et ça, nos dirigeants, ils n'en parlent même pas. Ils sont pas du tout conscients de ça. Non, voilà, on va vous dire, ah non, mais attention, là, on va E, F, etc. Là, ça, c'est super important. Mais derrière, est-ce qu'on a une dynamique? Est-ce que, voilà, les jeunes peuvent aujourd'hui acheter, etc. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est ça qui aujourd'hui est dangereux, c'est que, normalement, justement, une société qui avance, une société où, effectivement, les jeunes, entre guillemets, vivent mieux que leurs parents. Voilà, il y a une dynamique qui est là. Et là, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est les parents, voire les grands-parents, qui aident effectivement les enfants ou les petits-enfants pour qu'ils arrivent à colmater les brèches et à finir les fins de mois. Il y a un problème sociétal. Il faut faire très attention à cela. Et c'est pourquoi le danger, si on regarde sur l'enjeu politique, moi je vois beaucoup de jeunes qui sont tentés par le Mélenchon, etc., l'extrême gauche, je me dis mais c'est un truc de fou. J'ai dit une fois à Mélenchon en débat, je lui ai dit mais attendez monsieur Mélenchon, ce que vous proposez, on l'a déjà fait, ça s'appelait l'URSS. On a vu comment ça s'est terminé. Mais qu'aujourd'hui, des jeunes pour qui, justement, moi, encore une fois, j'ai grandi dans une petite HLM jusqu'à l'âge de 25 ans. Mon but, c'était pas de spolier, de voler les autres. C'était justement, de m'en sortir. Vous voyez? Là, aujourd'hui, non. Il faut spolier, il faut enlever de l'argent aux riches, etc. C'est quoi cette mentalité? Il faut aujourd'hui retrouver ce dynamisme qui fait la force d'un pays. Sinon, si on est dans une typologie de jalousie, dans une typologie de, ah, voilà, lui, là, pourquoi moi j'ai pas, et ainsi de suite, on va pas s'en sortir. Et c'est là où le modèle social français ne fonctionne plus, parce que justement, le modèle social français, il était formidable, puisque il y avait effectivement du capitalisme, qui, comme tout le monde le sait, n'est pas parfait, mais on permettait d'ajuster, d'améliorer son fonctionnement grâce justement à la dépense publique. Maintenant, la dépense publique, c'est quoi? C'est le mammouth. Voilà, on entretient des dépenses, le millefeuille administratif, qui servent à rien. Mais on dit... Et on accorde des ristournes aux copains. Et voilà, et via ça aussi, bien entendu, c'est de connivence, ça c'est sûr. Et donc, tout ça fait que, on n'a plus de transparence de la société, à tel point que des jeunes qui devraient être là pour dynamiser le pays, ils sont en train de dire non, on va casser le pays. Il y a un problème. Donc, soyons prudents, encore une fois. Et c'est pas parce qu'on a un Premier ministre qui a 34 ans que justement ça va changer, parce qu'il faut être justement proche des gens et surtout il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures du quotidien qui ont des impacts concrets pour tous les Français. Il y a un problème de confiance aujourd'hui des Français, plus confiance, mais surtout dans les politiques, ça fait longtemps, mais même dans l'avenir. Donc il faut complètement restaurer ça. Et donc c'est sûr que aujourd'hui, tant qu'on ne dira pas la vérité aux Français, qu'on prendra pas les bonnes mesures, il y aura ce danger qui nous menacera malheureusement. Et l'enjeu de l'immobilier, l'enjeu de l'immobilier, il est démographique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas accès à du mètre carré à 10 000 euros, je rappelle qu'aujourd'hui, pour acheter un appartement de 60 mètres carrés, c'est-à-dire avoir au moins un salon et 2 chambres, petites, mais 2, il faut gagner plus de 10 000 euros par mois. Or, il n'y a pas plus de 6% des Parisiens qui gagnent 10 000 euros par mois. Ah, tu parles des Parisiens, là. Ouais, mais enfin, bon, après ça, on peut rajouter Saint-Mandé, oui, la banlieue parisienne, mais voilà, bon, en province, le Valois, etc. Bon. Donc, il y a une inadéquation totale entre le prix et la capacité d'accéder à l'immobilier. Mais vous avez ça maintenant en province où le Airbnb rend, par exemple, La Rochelle, personne ne peut plus acheter, ou un local ne peut, une personne vivant dans les Charentes peut plus acheter à La Rochelle, peut plus acheter quelque chose à Biarritz, à Annecy, etc. On a ce même phénomène avec Airbnb. Résultat des courses, des jeunes, un couple qui gagne, on va dire, bien sa vie,
Bah, en fait, la progression de l'immobilier ces 10 dernières années, elle a été tellement fulgurante, elle a été tellement plus vite que les salaires, qu'on a du mal. Mais on y arrivait quand même avec des taux à 1, 1,25 et on allongeait la durée sur 25 ans. Aujourd'hui, les taux sont à 4,5, sont à 5, donc c'est simple, on ne dépose plus de dossier. Donc un couple qui a déjà un enfant, bah, c'est qu'il peut pas s'agrandir. Et puis c'est qu'il va pas trouver non plus une nouvelle location plus grande. Parce qu'il y a une pénurie totale. Et voilà, elle est structurelle, c'est un phénomène français, ça date depuis des décennies. Donc, quand vous avez un gosse, vous pouvez pas envisager d'en avoir un deuxième, ou alors faut le mettre dans un lit en mezzanine. Et alors, je parle même pas du troisième. Vous renoncez, forcément. Vous n'allez pas vous retrouver à 3 dans un 65 mètres carrés à Paris. Donc, si on ne favorise pas l'accession à l'immobilier, on bloque la démographie. C'est aussi simple que ça. Et si on étouffe l'immobilier, le seul truc sur lequel on a vraiment un effet de levier, l'exemple chinois est parlant. Quand les Chinois ils étaient à 6 et que Xi Jinping avait promis 7, on construisait 300-400 tours de plus et on avait les 7% de croissance. Bon, là-bas en Chine, c'était inutile. Et il y a 60 millions de biens inoccupés en Chine. Voilà. Qu'ils détruisent régulièrement d'ailleurs. Qui détruisent régulièrement. Nous, en France, si on construisait, eh ben on s'interdit de le faire, hein, pour cause de non-artificialisation des sols. Donc on s'interdit de le faire. Donc du coup, on n'a aucun moyen de répondre à la demande de logement. Voilà, on se l'interdit. Et pour ceux qui éventuellement on se dirait, allez, quand même, dans ma famille, on a toujours fait de l'immobilier locatif, moi je reprends le portefeuille familial, etc. Et je vais continuer. Moi aussi, je vais continuer. Bah, s'il y a un programme dans la banlieue de La Rochelle, bah, je vais créer des logements pour des étudiants ou pour des gens qui sont des cadres voilà. Mais non, parce qu'aujourd'hui, les ristournes et les avantages qu'on offrait aux gens qui empruntent pour construire et faire du locatif, on est en train de leur supprimer l'avantage fiscal, et de l'autre côté, les impôts locaux fonciers, eux, vont augmenter de 15, 20, 25% par an. Donc quand vous regardez le truc, vous dites, alors bon déjà, mon effet de levier fiscal au départ disparu, et ensuite, on va me taxer comme méchant propriétaire, méchant rentier, etc. Donc la rentabilité de mon bien, elle est nulle. Et je sais qu'elle peut même devenir négative. Parce qu'on a ce projet complètement fou de créer un loyer fictif sur des biens qu'on aurait fini de payer. Alors bon, là c'est Terra Nova, c'est une espèce de gauche rêve. Mais si jamais ça arrivait, on serait le premier pays au monde hors URSS. Qui n'existe plus quand même. Voilà. Hors Cuba alors. Alors à Cuba, le taux de propriétaires est énorme à Cuba. Les gens sont propriétaires de leurs biens. Les gens ne le savent pas. Tout le monde pense qu'à Cuba, c'est complètement collectivisé. Et en fait, je sais pas si tu y allais. Et les gens il y a une pauvreté énorme. Voilà. Alors la pauvreté, elle est extraordinaire parce que quand on est dans une rue à Cuba, la rue est complètement défoncée parce que c'est l'espace public. Vous rentrez chez les gens. Et là, tout est clean, il y a des écrans de télé et tout, des grands écrans. Voilà, donc on voit tout à fait la césure entre le public où les gens sont totalement, c'est plus que réticents. Enfin, il y a une sorte de mépris de la chose publique parce qu'elle est complètement punitive. Et dans la sphère privée, les gens font attention. Donc, moi, j'en reviens donc à notre problème français, c'est que non seulement aujourd'hui on ne construit plus parce qu'on a créé tellement de normes qui interdisent de le faire que ça devient compliqué, mais surtout, ceux qui pourraient être tentés d'accroître l'offre, on les dissuade délibérément et on nous annonce que ça va continuer. Et je termine sur cette anecdote. Le nouveau gouvernement de Monsieur Attal est formé maintenant depuis 15 jours. Eh bien, aujourd'hui, nous ne connaissons toujours pas le nom du ministre du Logement. Le logement, c'est un tiers pratiquement du budget des Français. Et en France, nous n'avons pas de ministre du Logement. Je pense que ça dit tout. Alors, je sais que vous aimez finir vos vidéos avec des notes un peu plus positives. Faut tout, toujours, bien sûr. Voilà, des choses un peu plus positives. Donc, est-ce qu'il y a quand même des opportunités que vous avez identifiées pour 2024 ? Les crises sont toujours des phases d'opportunité. Donc c'est sûr que voilà, dans la difficulté,
comme on le vit aujourd'hui, il faut pas mentir, faut dire, faut affronter effectivement ces réalités. Et c'est sûr que qu'on soit, je dirais, particulier, qu'on soit chef d'entreprise, soit investisseur, il va avoir effectivement des opportunités. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas fait les bons choix stratégiques, elles risquent de disparaître. Et celles qui ont les reins solides, qui ont fait les bons choix, pourront effectivement rafler la mise. Donc, il y aura des opportunités. Pareil, effectivement, pour les salariés aujourd'hui, soyez prudents. Attention, le chômage va augmenter, donc faut pas vouloir là aussi être trop gourmand, etc. Il faut adhérer également dans ces entreprises, investir dans son entreprise si on peut légalement, et parallèlement pour les investisseurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a été trop loin, que ce soit d'un point de vue boursier, d'un point de vue immobilier. Donc, on a besoin d'une respiration. Et ensuite, on pourra effectivement racheter sur des prix plus intéressants, et ça remontera, parce que sur le long terme, moi, je conseille toujours 3 placements, bien sûr, je sais pas si Philippe est d'accord. D'abord, bien sûr, l'immobilier, mais sur le long terme. Et là, on va avoir 10, 15, peut-être même 20% de baisse, jusqu'à la fin 2024-2025. Après, on pourra revenir, bien sûr, à l'achat. Bon, si c'est pour sa résidence principale, on peut acheter. Si on a les moyens de le faire aujourd'hui, il faut le faire, parce que c'est vraiment un objectif de vie. Donc ça, effectivement, ça redémarra cette demande. Deuxième placement, les marchés boursiers. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a une respiration qui va être faite, parce que donc globalement, on voit bien que ce qu'on appelle les price earning ratios sont très élevés, c'est-à-dire que le niveau de valorisation des entreprises par rapport aux profits sont quand même extrêmement élevés. Donc là, il faut être, je pense, prudent. Il y aura là aussi une baisse de 10 à 15%. Il faudra revenir, je pense, à l'achat à ce moment-là. Et troisième placement, l'or, évidemment, ce que j'appelle la poire pour la soif, entre guillemets, où globalement, il faut toujours avoir 10 à 15% de son portefeuille. Bon, ce qui m'inquiète, ce qui est assez incroyable, j'avais conseillé d'acheter de l'or l'année dernière. Bon, ça a bien monté, on a dépassé les $2000 l'once. C'est vrai qu'il y a, c'est incroyable, c'est que on se rend compte que malgré la hausse boursière qu'on a pu avoir en fin d'année dernière, l'or est resté cher. C'est-à-dire que les investisseurs se disent, ah, tiens, on investit quand même en bourse, mais petite part pour la soif, il faut quand même rester. Contexte géopolitique quand même où les risques de conflit. Exactement. Donc il faut quand même rester prudent. On a effectivement cet or qui est là. Donc voilà. Si on a ces 3 stratégies, je pense que globalement on n'aura pas trop de surprises. C'est vrai qu'on aura une année 2024 que j'appelle de césure, c'est-à-dire voilà, on a un ralentissement qui va s'opérer, et ça ira mieux en 2025. En ce moment, quand je fais mes conférences, je dis voilà, perspective 2024, ça ira mieux en 2025. Voilà, c'est-à-dire que voilà, l'année 2024 un petit peu compliquée, on va la traverser. J'espère juste qu'il y aura pas de crise sociétale et en France. Ça c'est ma vraie crainte. Je vous dis très honnêtement, aujourd'hui ma crainte c'est la France, ce danger sociétal qui peut dégénérer en crise de la zone euro, crise existentielle même de la zone euro. Là, je sais pas comment on s'en sort. Espérons qu'on va éviter d'en arriver là, qu'on prendra enfin les bonnes mesures. Pour l'instant, c'est pas très bien parti, mais bon, on peut toujours rêver. L'espoir fait vivre, comme on dit. Et à partir de là, effectivement, en 2025, on aura une dynamique un peu plus forte. Donc voilà, on se réveillera certainement d'ici là pour en parler. Mais je pense que voilà, il faut garder cet objectif de plus long terme, mais il ne faut pas mentir. Il faut être optimiste, mais aussi être réaliste. Et je pense qu'aujourd'hui, le drame est là, c'est que dès qu'on est aujourd'hui, on dit les choses, dès qu'on est réaliste, ah ça y est, alors on est complotiste, on est extrémiste, on est ci, on est là. Non, mais dire les choses, dire la vérité aujourd'hui, c'est mal vu, c'est complètement fou. Donc je pense qu'il faut retrouver ce bon sens. Le problème que nous avons, c'est le bon sens, c'est-à-dire retrouver du bon sens. Et à ce moment-là, je ne suis pas inquiet. On redémarrera, on partira sur des bases plus saines, et l'économie française se portera mieux, et nous tous avec, bien entendu. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter pour les années à venir. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup pour cet Avec plaisir, entretien. merci à vous. Très intéressant. J'espère qu'on vous reverra sur cette chaîne bientôt. Avec plaisir. Merci également à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour toujours plus de contenu, je vous invite à télécharger le rapport rédigé par Philippe Béchade et Marc Toiti, qui est accessible en cliquant sur le lien en description de la vidéo. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.